Chef d'orchestre d'une symphonie intellectuelle, les mots et la pensée sont toujours en harmonie. Mathieu Bock-Côté. Alors, c'est un terme, en fait, ce sont 3 lettres qui représentent l'idéologie dominante de notre époque. E-D-I. Équité, diversité, inclusion. Ce sont 3 termes qui traduisent de manière gestionnaire et administrative ce que certains appellent l'idéologie woke, la logique, la prétendue lutte aux discriminations qui va jusqu'à la folie, jusqu'à créer de nouvelles discriminations quelquefois. Et l'EDI, l'équité, diversité, inclusion, ça s'accompagne très souvent, en fait, ça se concrétise par des formations en entreprise imposées aux employés pour qu'ils s'y convertissent, pour qu'ils y adhèrent. Mais certaines personnes remettent en question ces formations EDI, et c'est le cas de notre invité Muriel Catelier qui a publié hier dans la presse une lettre pour se porter pour mener une critique justement de ces formations. Madame Catelier, bonjour. Bonjour, monsieur Bock-Côté. Alors, question, donc, effectivement, l'idéologie dominante nous dit aujourd'hui il faut multiplier ces formations équité, diversité, inclusion. Et vous nous dites un instant, premièrement, elles sont plus problématiques qu'on ne le croit dans leur fondement. Et par ailleurs, leur effet est beaucoup plus inquiétant qu'on ne le dit. En effet, et puis pour faire cette affirmation-là, je m'appuie évidemment sur des études scientifiques qui ont été réalisées, surtout aux États-Unis. Donc, la plus célèbre de ces études-là, c'est une étude qui a été réalisée par les chercheurs Frank Doben et Alexandra Kalev, qui ont étudié environ 829 entreprises pendant plusieurs années pour essayer de voir si justement ces formations-là étaient efficaces. Et le portrait qui en est ressorti, c'est que non, ces formations-là ne sont pas efficaces et en plus, elles peuvent même être contre-productives. Et puis, on a noté justement que, c'est que ça peut créer au contraire plus de division qu'autre chose. Et par exemple, c'est ça, le problème avec ces formations-là, c'est que présentement, elles sont implantées un peu partout sans que personne se questionne vraiment sur les effets de ces formations. Puis il y a un exemple, un de ces exemples-là, un exemple qu'on retrouve dans ces formations, c'est le concept, par exemple, de microagression. On retrouve ce concept-là un peu partout. Puis sur le site de la ville de Québec, qui ont une politique de diversité, donc on nous apprend que ces microagressions, c'est une remarque, une blague ou une question sur une caractéristique personnelle qui peut paraître insignifiante, mais qui devient irritante à force de répétition et qui donne le sentiment de pas être accepté. Puis c'est un argument qu'on retrouve, qu'on entend de plus en plus souvent. Puis récemment, sur le site, dans une émission de Rythme FM, il y avait une chroniqueuse justement qui a repris exactement le même langage, qui disait que c'est ça un des exemples qu'on entend le plus souvent, c'est la fameuse question « Tu viens d'où ?» Il semblerait qu'aujourd'hui, ce soit une microagression. Donc, elle reprenait exactement le même langage qu'on retrouve dans ces formations EDI où on vous apprend que de vous demander « tu viens d'où ?» c'est une forme de microagression. Donc, ce que la littérature nous apprend par rapport à ces microagressions-là, c'est qu'elles peuvent être même néfastes pour les groupes minoritaires en question parce qu'à force de se faire dire vous vous faites agresser, la personne se sent plus agressée, ce qui peut même avoir un effet sur sa santé mentale. Puis moi, c'est ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on ne se questionne pas sur les effets à long terme de toutes ces formations qu'on nous impose dans les entreprises, même dans les universités, dans les cégeps, sous toutes sortes de formes. Et personne ne se questionne vraiment sur les effets de ces formations-là. Alors, vous avez dit quelque chose de très important. Vous dites, on pousse en fait les gens à se sentir, les gens des minorités entre guillemets, à se sentir victimes en toutes circonstances. Une phrase de courtoisie, d'où êtes-vous? C'est une question qui peut. D'où sont vos parents? Autrefois, à tout le moins, jusqu'à tout récemment, c'est une phrase courtoise. Quand on voyait que quelqu'un, pour différents indices, n'était pas originaire du pays, mais y appartient pleinement. Autrement dit, on traduit la courtoisie en micro-agression et on pousse chacun à se sentir agressé en toutes circonstances et à se victimiser. Exactement, et c'est ça le problème parce que quand vous parlez aux gens, c'est comme cette chroniqueuse-là qui a parlé du fait de se sentir micro-agressé quand on lui dit « tu viens d'où ?» Elle reconnaissait quand même que l'intention derrière cette question-là était une bonne intention. C'est une intention, on veut apprendre à connaître la personne. Donc, à partir du moment où l'intention
en question, ce n'est pas une mauvaise intention, à quel point est-ce que c'est une agression? Et c'est là le problème. La personne est quand même consciente que l'intention est bonne, mais parce qu'on lui dit que c'est une microagression, ben pour elle, elle le prend comme une microagression, même si elle est bien consciente que ce n'est pas le cas. Mais est-ce que c'est pas en lien immédiatement avec le concept qui sous-tend tout cela, c'est-à-dire celui de racisme systémique bien souvent, qui consiste à dire que même s'il n'y a pas d'intention raciste, la structure de la société en elle-même est raciste. Donc on pourrait avoir une société où personne n'est raciste, mais où la société le serait en tant que telle, avec le lien. Donc il y a des groupes qui sont désignés racistes en tant que tels ou agresseurs, le majoritaire, et il y a des groupes qui sont désignés victimes éternelles, le minoritaire. Donc à partir de là, les intentions ne comptent plus parce qu'à la couleur de peau de quelqu'un ou de son sexe ou son orientation sexuelle, on sait d'avance si c'est un bourreau ou une victime. Oui, c'est vrai que le concept de racisme systémique est aussi problématique dans cet enjeu-là. Puis, notamment, j'ai assisté à une formation, une formation qui a été donnée par le Conseil interculturel de la ville de Montréal dans un cégep. J'ai pu y assister parce que ma fille avait un cours en ligne. Et dans cette formation, on apprenait par exemple une chose aussi banale que de se faire toucher les cheveux par quelqu'un. C'était une forme de racisme systémique. Donc, c'est Ah bon? sûr que oui, j'étais moi-même extrêmement choquée et surprise, et aussi ma fille qui n'en revenait pas des propos des deux représentants de la ville de Montréal. Et aussi, à la fin de cet atelier-là, il y a un élève qui a dit, mais si je comprends bien ce que vous me dites, c'est que peu importe ce que je fais dans la vie, ça c'était une personne à la peau noire, donc il dit, peu importe ce que je fais dans la vie, ce que vous me dites, c'est que j'aurai des barrières tout le temps. Puis les personnes du conseil interculturel ne lui ont pas répondu. Donc, ils sont venus vendre leur concept. Mais c'est ça, les élèves exprimaient des préoccupations, mais ils n'ont pas répondu à ces préoccupations. L'essentiel, c'était de vendre le concept en tant que tel. Donc, c'est sûr que le problème avec ce concept, c'est qu'on nous le présente comme quelque chose d'acquis, que c'est vrai, alors que ce concept-là est contesté partout, même aux États-Unis. D'où vient ce concept-là? C'est contesté même par des personnes qui ont la peau noire. Donc, tu sais, c'est un concept qu'on essaie vraiment de nous vendre comme une vérité, alors que Ouais. dans les faits, c'est faux. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un élément là-dedans, c'est-à-dire que ça devient une idéologie obligatoire? Parce que je m'explique, en entreprise, vous avez par exemple une formation EDI. Soit elle est obligatoire formellement, donc là vous êtes obligé d'y aller, si vous n'y allez pas, vous pouvez avoir une sanction. Soit elle est recommandée, mais si vous n'y allez pas, eh bien, ça va être interprété comme une indifférence à l'inclusion des personnes issues des minorités. Donc, est-ce qu'à travers ça, on n'est pas devant une forme d'endoctrinement ou à tout le moins d'imposition d'une idéologie obligatoire dans tous les domaines de la vie parce que ça touche même l'entreprise? Oui, absolument, c'est de l'endoctrinement. Et aussi, ben, ce qu'on note aussi, ce qui est particulier avec ça, c'est qu'on note que ces séances d'endoctrinement n'ont pas vraiment d'effet sur les gens, ça n'a pas d'effet sur leur comportement. Quand ils sortent de ces formations, déjà le fait d'obliger des gens à suivre une formation, qu'elles n'y aillent pas de leur plein gré, déjà là, c'est une mauvaise stratégie. Parce que quand on force quelqu'un à faire quelque chose, on peut être sûr que la personne va être moins dédiée que si elle avait pris la décision par elle-même de faire cette chose. Donc déjà là, on observe que ces formations-là n'ont pas d'effet. Quand on pose la question, après 2-3 jours, les effets sont dissipés, puis c'est ce que la recherche nous démontre. Donc même si c'est ça, on les oblige, mais au final, ça ne fait rien. Tout ce que ça fait, ça donne bonne conscience aux entreprises, ça remplit les coffres de ces firmes de consultants. Et c'est à peu près tous les effets, mais en ce qui concerne les employés eux-mêmes, ça n'a pas d'effet sur leur comportement. Mais ça peut avoir des effets tragiques, cela dit, vous le mentionnez dans votre texte de la presse, où un homme, je donne le contexte, mais vous préciserez, un homme qui, dans une formation sur l'antiracisme en Ontario, si je ne me trompe pas, dit globalement le racisme n'a pas été aussi pesant au Canada qu'aux États-Unis. Il se fait accuser pour cela, sinon de racisme, à tout le moins de complaisance pour le racisme, ou à tout le moins de complaisance pour la suprématie blanche, s'entraîne une forme de série de conséquences dans sa vie et ça va le pousser à l'acte le plus tragique qui soit. Donc, je présente les bases. Racontez-nous l'événement tel que vous le comprenez.
Mais donc, c'est ça, pendant une formation, le monsieur s'est opposé à une affirmation assez grossière selon laquelle le Canada serait plus raciste que les États-Unis. Et pour ça, la consultante a déclaré que c'est un exemple de suprémacisme blanc. Donc, le monsieur, il a été victime d'harcèlement. Ça a été reconnu par la Commission des normes du travail de l'Ontario. Et donc, ça a été une situation, bon, c'est sûr que on peut pas dire que ça l'a poussé au suicide, cette situation. Il y a sûrement d'autres éléments qui entrent en ligne de compte, mais toujours est-il que c'est ce qui s'est passé quand même. Et ce qui, pour nous, les personnes qui s'intéressent à toutes ces questions, comme j'ai dit, c'est un signal d'alarme de plus. Parce qu'il y a beaucoup de gens en entreprise qui suivent ces formations, qui sont pas d'accord, qui se font traiter, on les pointe du doigt, on leur dit, ben, cette formation-là s'adresse surtout aux personnes blanches. Donc, ces personnes-là se font pointer du doigt. Elles peuvent pas dire grand-chose parce qu'elles risquent justement de se faire traiter de racistes, de se faire traiter d'intolérants. Donc, ces personnes-là ne disent rien. Et elles subissent ce qui se passe en entreprise. Puis moi, j'ai quand même accès, justement, avec mon association, j'ai accès à toutes sortes de témoignages, des gens qui m'écrivent pour me dire ce qui se passe dans leur entreprise. Et je pense qu'il est temps qu'on se questionne sérieusement sur justement ce qui se passe. On parle beaucoup de ce qui se passe, comme je dis, dans les universités, mais il faut qu'on se penche aussi sur ce qui se passe dans les entreprises. Ah, mais ce que vous dites est absolument essentiel. On a le temps, je crois, d'une dernière question. Je vous résume la chose comme je le comprends, parce que je reçois moi aussi très souvent des messages de gens qui subissent de telles formations en entreprise. On leur dit, t'auras peut-être pas, si tu y participes pas, t'auras pas ton boni en fin d'année, ou tu vas être mal vu par les ressources humaines et tout ça. Et vous nous dites que finalement, le phénomène tel que avec votre association, vous le repérez, ça devient un phénomène assez massif en fait. Donc non seulement ces formations, mais leurs effets négatifs sur beaucoup de gens qui les subissent. Oui, absolument. Et je pense que là, ce que j'observe aussi, c'est que les gens commencent à être vraiment tannés et sont prêts à prendre des actions, même au péril de leur emploi. Donc, aujourd'hui, les gens ne veulent plus se taire parce que je pense qu'on commence à réaliser l'ampleur de la situation avec toutes les dérives qu'on observe, tu sais, les offres d'emploi qui excluent certaines personnes, qui excluent particulièrement les hommes blancs hétérosexuels, avec des offres qui sont, c'est ça, comme vous, donc les offres qui sont réservées, c'est ça, aux minorités visibles. Donc, les gens commencent à réaliser, tu sais, même dans les milieux culturels, on fait des activités exclusivement pour les Noirs, par exemple. Les gens commencent à réaliser que ça n'a pas d'allure ce qui se passe, puis qu'il n'y a rien qui justifie ces extrêmes-là. Puis c'est là qu'on est aujourd'hui. On est dans des extrêmes. Madame Catelier, merci infiniment pour votre passage à Cube. Je rappelle la publication de votre texte hier, si je ne me trompe pas, dans la presse, un texte où vous répondiez à un plaidoyer en faveur de ces formations. J'invite tous à le lire. Merci infiniment pour votre passage à Cube. Merci à vous.